Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, 22e vidéo sur l'histoire des Chicago Bulls. Et quelle vidéo, puisque on va évoquer évidemment la draft 2008, mais avant la draft, on va quand même revenir sur un événement assez marquant. C'est la loterie pour cette draft qui a lieu le 20 mai 2008 à New York. Et les Bulls, qui ont terminé la saison précédente avec un bilan de 33 victoires, 49 défaites, s'imaginent obtenir un pic autour de la 10, 11e place. Donc bon, ils sont pas spécialement chauds pour cette loterie, ils sont bon, voilà, pas grand intérêt. Donc du coup, Paxson n'a pas vraiment envie de faire le déplacement à New York, et donc comme il faut quand même envoyer un représentant par équipe, les Bulls décident d'envoyer Steve Schoenwald, qui est responsable marketing et notamment pour tout ce qui est billetterie en fait à Chicago. Donc lui il fait bon bah ok, moi on me paye le voyage à New York, j'y vais, pas de souci. Et ce qui se passe à cette fameuse loterie, donc en plein playoff, hein, donc le 20 mai, euh, les premières cartes commencent à sortir en disant voilà, le pick 15 sera pour machin, le 14 sera pour machin, 13 pour machin, et pas de Bulls, pas de Bulls, pas de Bulls. Et au final, les Bulls arrivent dans le top 3 à la surprise générale. Et donc là, t'as Steve Schoenwald, il est là, oh putain, oh putain, oh putain. Et donc en fait, donc il y a la coupure pub. Et quand ils reviennent, t'as les représentants des trois franchises qui restent pour les trois premiers picks qui sont sur une estrade. Et en fait, donc c'est génial parce que, enfin, quand ils repensent maintenant, c'est génial parce que donc t'as Miami, représenté par Dwayne Wade. T'as Fred Hoiberg qui représente les Minnesota Timberwolves avec une peluche des Timberwolves. Et donc, tu as Steve Schoenwald qui représente les Bulls. Et quand tu vois Hoiberg plus Wade plus Schoenwald, c'est génial. Parce que quand tu penses que quelques années après, ils sont tous ensemble aux Bulls, enfin bref. Et donc, ils annoncent 3, 2, 1. Minnesota a le pick numéro 3. euh, Miami a le numéro 2. Et Chicago obtient le premier pick de la draft 2008. Alors qu'ils avaient 1,4% de chance de l'avoir au départ. C'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, bah, voilà, même top 3 c'était improbable déjà, donc c'est pour ça qu'à la base ils n'avaient pas voulu voilà, envoyer un représentant d'ouf. Donc. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que donc Steve Schoenwald, on lui file le carton en symbolisant qu'il a le pic numéro 1. Premier truc qu'il fait, il donne le numéro de téléphone pour les abonnements à l'année. Enfin, appelez-nous parce que ça va être fun et tout. C'est génial. Le mec, il a fait un truc marketing là, c'était magnifique. C'était magnifique. Du coup, donc les Bulls obtiennent ce pick numéro 1 à la draft 2008 par miracle, hein, on peut pas appeler ça autrement qu'un miracle. Euh, mais avant de se décider sur qui drafter un mois plus tard, il y a toute une recherche, puisqu'il faut déjà récupérer un coach, puisque Scott Skiles a été viré au milieu de la saison précédente et Jim Boylan avait assuré l'intérim jusqu'à la fin de saison. Mais il faut un nouveau coach pour cette équipe. Et ce sera... alors il y a eu quelques noms par-ci par-là, des rumeurs comme toujours, avec notamment un retour de Doug Collins, qui faisait figure un peu de favori pendant plusieurs semaines, et puis au final il a décliné l'offre. Et c'est finalement Vinny Del Negro qui obtient le poste, un choix extrêmement surprenant de la part des Bulls, puisque Vinny Del Negro n'a pas la moindre expérience de head coach, que ce soit en NBA ou ailleurs. Il n'était pas head coach en NCAA avant ça ou quoi, donc il débarque un petit peu de nulle part. C'est un petit peu étrange, alors que tu sors de 3 années et demie de Scott Skiles, qui lui pour le coup avait une expérience, euh, ancien joueur, bon, Vinny Del Negro aussi, mais je veux dire, voilà, avec une certaine autorité, une certaine poigne, etc. Et là, Del Negro, il arrive, et on sait rien de lui, on sait pas ce qu'il veut mettre en place, on sait pas ce qu'il a comme. Bref, c'est un choix un petit peu étrange. Mais toujours est-il que donc, un mois plus tard, la draft arrive. euh, et il y a grosse hésitation entre Derrick Rose d'un côté et Michael Beasley pour le choix numéro 1. Ça se joue entre ces deux-là, c'est les deux meilleurs universitaires et de loin. Et donc pendant la draft combine, etc., les workouts avec les entretiens individuels, il y a une question qui va faire un petit peu la différence et qui va faire pencher la balance du côté de Derrick Rose. C'est que Paxson demande à chacun des deux joueurs, donc évidemment dans des entretiens séparés, euh, qu'est-ce qui les a le plus gênés lors de leur dernière saison en université. Bon, Derrick Rose en a fait qu'une, mais bref. Euh, et donc Michael Beasley, lui, il répond ce qui m'a le plus gêné, c'est les coups de sifflet des arbitres quand on joue à l'extérieur, parce que tu as toujours les avantages maison
en université, donc les arbitrages à l'extérieur pour nous c'était vraiment pénible. Et Derrick Rose, le seul truc qu'il a trouvé à répondre c'est perdre, parce que j'aime pas perdre. Donc voilà, ça a pas mal fait pencher la balance du côté de Derrick Rose, même si jusqu'à la veille de la draft, il y a eu encore des histoires par rapport à l'entourage et la famille surtout de Derrick Rose, parce que comme ils viennent de quartiers très difficiles, etc., il y a eu des questions un petit peu... voilà, John Paxson voulait être sûr que voilà, tout allait bien se passer, qu'il n'y aurait pas d'embrouille, etc. Et Derrick Rose leur a même dit, si vous avez des doutes concernant ma famille, ne me prenez pas, quoi, parce que c'est même pas la peine. Pour moi, c'est la famille d'abord, et puis au final, Paxson a fait le bon choix, on peut quand même le dire, hein, de prendre Derrick Rose, natif de Chicago, des quartiers sud de Chicago, les quartiers les plus compliqués de la ville, dans une des villes les plus compliquées aux US. Et donc il devient le nouvel homme fort des Bulls. Pour le reste des mouvements de cet été-là, il y a de grosses discussions évidemment parce que Luol Deng, Chris Duhon et Ben Gordon arrivent en fin de contrat. Ils étaient tous draftés la même année, 80 donc là ils sont tous en fin de contrat. Et ils peuvent pas donner des gros contrats à tout le monde. Alors à la base, ils offrent à Ben Gordon un contrat de 59 millions sur 6 ans, mais lui il refuse parce qu'il estime pouvoir obtenir plus. Et d'ailleurs son agent fait courir le bruit qu'il y aurait le CSKA Moscou en Europe qui ferait des avances à Ben Gordon et qui lui proposerait un salaire mirobolant pour les jouer pour eux. Le club lui-même va démentir ça, c'est juste une pression de l'agent pour dire maniez-vous de le signer. Et au final, les Bulls vont mettre le paquet sur Luol Deng en lui signant un contrat de pareil pour 6 ans mais pour 71 millions de dollars. Du coup, il reste plus grand chose derrière, donc Chris Dunn est laissé, pas Chris Dunn, Chris Duhon, lapsus, Chris Duhon est laissé libre et donc s'en va. Et Ben Gordon signe un contrat pour une saison seulement à 6,4 millions de dollars. Et donc pour remplacer un petit peu numériquement le départ de Chris Duhon, c'est Lindsey Hunter, meneur vétéran, qui arrive pour chaperonner un peu Derrick Rose, lui apprendre un peu les ficelles, etc., l'encadrer un petit peu. Et Derrick Rose débute par un match à 11 points et 9 passes décisives face à Milwaukee, dans une bonne victoire pour débuter la saison régulière. Même si derrière, d'ailleurs, faut parler du 5 de départ dans ce match-là et dans le début de saison, parce que dans le 5 de départ, t'as quand même Drew Gooden en pivot, Tyrus Thomas en poste 4 et Thabo Sefolosha dans le backcourt avec Derrick Rose. Donc c'est quand même... sur le banc, t'as quand même Kirk Henrik, Joachim Noah et Andres Nocioni notamment. Bon après c'est vrai qu'Andres Nocioni a eu pas mal de soucis au niveau santé, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ben Gordon est également sur le banc, mais ça c'était un petit peu plus habituel à ce moment-là. Donc après la belle victoire contre Milwaukee, Chicago va par contre aller perdre de 16 points à Boston, ce que j'aimais un bon déplacement pour nous. Avant de revenir à Chicago et battre Memphis avec 26 points de Derrick Rose et 20 rebonds de Drew Gooden, c'est sort d'où. Il y a aussi une victoire un petit peu plus tard de 17 points face à Phoenix. Et puis après, ça va être un petit peu compliqué à enchaîner. Tu vois, ça fait 2 défaites, 2 victoires, 2 défaites, dont une pour débuter le road trip, le traditionnel circus trip à l'ouest, où tu prends 42 points d'écart à Portland. 42 points d'écart. 116-74, ça fait très très mal au cul. Pour débuter le circus trip, donc ça fait très très mal. En plus, donc pendant ce trip là, il y a Kirk Henrik va se faire une grosse blessure au pouce, il va devoir se faire opérer parce qu'il voilà, il a une rupture d'un ligament et donc il va manquer un peu plus de 2 mois. Larry Hughes avait manqué le début de saison, il revient aussi et il permet aux Bulls de gagner sur le parquet du Jazz d'Utah avec un shoot à 2 secondes de la fin qui met les Bulls devant. Mais c'est pratiquement le seul highlight de ce circus trip où les Bulls vont prendre quelques grosses défaites et puis bon voilà, ça va être un petit peu compliqué. Pour l'instant on voit pas vraiment la patte d'El Negro se mettre en place. Il est très hésitant au niveau de ses rotations, au niveau de ses 5 de départ qui changent un petit peu. Bon après il y a les blessures aussi, mais c'est un petit peu difficile. T'as un mec comme Joachim Noah au début, il est pas titulaire. Après, même quand il devient titulaire, il joue 12, 13, 14, 15 minutes par match et pas plus. C'est Aaron Gray qui a plus de temps de jeu que lui au poste de pivot, ce qui est quand même assez étonnant. Bon, même si Noah n'est que dans sa 2e année, et voilà, sa première année avait été un peu difficile, mais là, tu le mets titulaire pour jouer que un quart d'heure, c'est quand même spécial. Donc voilà, beaucoup de choses un petit peu étranges en même temps. Donc il y a la blessure de Kirk Henrik. Nocioni, il joue, mais il est très très diminué parce que
depuis l'été où il a participé avec l'Argentine aux Jeux Olympiques, il a des soucis, il a une grosse tendinite au genou, il a des soucis au pied aussi, donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Il joue quand même en serrant les dents, mais voilà, tu sens que voilà, il a du mal à être aussi euh, performant, notamment défensivement, que les saisons précédentes. Tyrus Thomas affiche un petit peu de mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis bon, bah il y a Derrick Rose hein, quand même qui sort un petit peu du lot parce que voilà, il est élu rookie du mois à l'Est au mois de novembre et au mois de décembre aussi. Même si voilà, les Bulls pendant ce temps-là ont un peu de mal vraiment à décoller. 8 victoires, 9 défaites fin novembre. Le mois de décembre va être assez triste avec 6 victoires, 9 défaites sur l'ensemble du mois. Aucune série de victoires. Tu vois, on n'arrive pas à gagner 2 matchs de suite. Dès que tu en gagnes un, tu repères derrière. Donc c'est un peu compliqué. Ça a du mal à vraiment enchaîner. Ça stagne un peu. On termine l'année 2008 par une défaite de 19 points contre Orlando à domicile. 2 jours après, tu débutes l'année 2009 en prenant 25 points d'écart à Cleveland. Euh, donc c'est un peu compliqué. Voilà. À part Derrick Rose qui impressionne vraiment par voilà, son jeu ultra spectaculaire, sa vitesse impressionnante, son premier pas ultra rapide, des dunks flashy, etc. Voilà, ça permet un petit peu grâce à son jeu à risque et son jeu ultra spectaculaire de comment dire, cacher un peu la misère, quoi, si on veut. Parce que c'est vrai qu'à part ça, il y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent. Liu Holdeng fait des bons trucs, etc. Mais enfin, ça reste peu pour une équipe de Chicago qui galère un petit peu. Euh, au mois de janvier, il y a Liu Holdeng et Larry Hughes qui vont encore se blesser une fois que Kirk Henrik revient. Donc tu vois, c'est toujours compliqué d'enchaîner. Il y a encore une série de 5 défaites consécutives au mois de janvier. Et puis, un road trip qui débute et quelques victoires intéressantes pour terminer le mois de janvier avec 3 victoires consécutives, les 3 derniers matchs du mois de janvier, plus 20 sur le parquet des Clippers, plus 21 sur le parquet des Kings et plus 11 à Phoenix. Donc voilà, 3 bonnes victoires qui relancent un petit peu l'ensemble, même si au moment de la coupure All-Star, le bilan est pas fameux avec 23 victoires et 30 défaites, donc c'est encore quand même assez tristoun. Et c'est pour ça que les Bulls vont effectuer énormément de moves pendant cette coupure All-Star, à commencer par un trade qui envoie Nocioni, Drew Gooden, Cedric Simons et Michael Ruffin qu'on avait signé, Michael Ruffin qu'on avait drafté presque 8 ans avant, qu'on avait signé pendant l'été mais qui n'avait pas joué le mois de match avec les Bulls. Là, on l'envoie à Sacramento avec les 3 autres contre Brad Miller, ancien Bulls, et John Salmons. Et les deux vont avoir un impact, mais on reviendra là-dessus après. Le lendemain, un autre trade qui envoie cette fois-ci Larry Hughes à New York en échange de Tim Thomas et Anthony Robertson et Jerome James. Tim Thomas qui, voilà, on en avait parlé dans d'autres vidéos, avait été une cible des Bulls à l'été 2000 ou 2001, qui n'avait pas voulu venir. Ensuite, il était finalement arrivé aux Bulls dans un trade, mais Scott Skiles ne l'aimait pas trop et au bout de 3 matchs, ils l'ont coupé. Et là, il revient finalement aux Bulls encore une fois. Et encore un nouveau trade, comme je l'ai dit, hein, ils ont modifié pratiquement la moitié de l'effectif à ce moment-là, les Bulls. C'est Thabo Sefolosha qui a envoyé à OKC contre un tour de draft au premier tour pour la draft 2009. Et on verra qu'on va bien se servir de ce pick de draft. Euh, donc voilà, pas mal de changements pour cette équipe-là. Le problème, c'est que malgré un Brad Miller qui s'acclimate bien, bon, il connaît déjà la maison et qui, voilà, une fois qu'il avait été tradé des Bulls la première fois, entre-temps, il est devenu All-Star, il était membre de Team USA, enfin voilà, c'est un joueur qui a vraiment éclaté dans la ligue. John Salmon, ça a un impact également, mais les Bulls ont vraiment encore du mal à gratter des victoires parce qu'il y a encore pas mal de blessures. Liu Holdeng se blesse au tibia fin février et va louper le reste de la saison et les playoffs si jamais les Bulls y vont. Spoiler. Mais enfin bref, et puis il y a aussi à la même période beaucoup de nouvelles assez tragiques parce que donc le 26 février, les Bulls profitent d'un déplacement à Washington, donc ils jouent à Washington le 27 mais ils arrivent le 26, et ils sont invités à la Maison Blanche par Barack Obama qui est à ce moment-là président des États-Unis et fan inconditionnel des Chicago Bulls, donc il dit bah venez à la Maison Blanche et tout, donc t'as toute l'équipe qui se pointe là-bas. Et à leur retour à l'hôtel à Washington, ils apprennent
les décès de deux légendes des Chicago Bulls pratiquement à quelques heures d'intervalle. Johnny Redcare, donc le premier coach de l'histoire des Bulls, qui a été élu coach de l'année lors de la saison inaugurale des Chicago Bulls, qui est toujours la seule et unique équipe qui a été en playoff lors de la première saison de son histoire. Euh, il a ensuite été parti coacher ailleurs, mais il est revenu aux Bulls en tant que commentateur radio puis télé. Il était là pendant tous les titres, etc. Même après, là, jusqu'à encore quelques saisons avant ça. Voilà, il a toujours été autour des Chicago Bulls, quoi. Même s'il est parti quelques saisons après pour continuer sa carrière au coaching, il est toujours après revenu à Chicago. Et donc il est malheureusement décédé d'une longue lutte avec d'un cancer. Et à quelques heures d'intervalle, on apprend le décès également de Norm Van Lier, qui était lui joueur emblématique des Bulls au début des années 70, pratiquement un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire des Bulls, plusieurs fois All-Star, dans les All Defensive Team, et voilà un joueur ultra combatif qui représentait vraiment l'état d'esprit Chicago, tu vois, qui allait toujours au charbon, qui combattait, on en a parlé évidemment dans les vidéos quand j'ai reparlé de cette époque-là. Euh, donc le même jour, à quelques heures, ces deux grandes légendes des Chicago Bulls disparaissent. Donc c'est voilà, une journée assez triste dans l'histoire des Bulls. Et le lendemain, les Bulls vont perdre de 23 points sur le parquet de Washington. Donc assez tristoun. Derrière ça, ils vont continuer à galérer pendant encore quelques semaines. Il y a un match à Miami le 9 mars où Dwayne Wade rentre un 3 points improbable au buzzer d'une deuxième prolongation pour battre les Bulls. Je crois que c'était 130-127 le score, un truc comme ça. Malgré 43 points de Ben Gordon. Et c'est la première d'une série de 3 défaites de suite qui met les Bulls à 29 victoires, 37 défaites. Et là, tu te dis, c'est bon, la saison, elle est morte. On est à 8 victoires d'un bilan positif. C'est quand même, il reste 15 matchs. Ça commence à sentir en roussi. Et puis, miracle sur la fin de saison avec le trio Derrick Rose, Ben Gordon et John Salmons qui va cartonner soir après soir, un coup l'un, un coup l'autre. Les Bulls vont se mettre à enchaîner des victoires. Alors voilà, c'est un petit peu chacun son tour. T'as Ben Gordon qui met 27 points dans une victoire avec 18 points d'écart contre New Orleans. John Salmons il met 38 points face à Boston qui est champion en titre. Après, c'est Derrick Rose qui en met 25 sur le parquet d'OKC. John Salmons, il va en remettre 27 face à Miami dans une large victoire encore, 19 points d'écart. Ben Gordon, il va en claquer 37 sur le parquet de Toronto, encore 39 contre Charlotte. Et après, Derrick Rose va en mettre 24 sur le parquet d'Indiana et sur le parquet de Détroit. Enfin bref, et pendant ce temps-là, les Bulls enchaînent les victoires, remontent petit à petit au classement, un peu de manière miraculeuse. Et se présentent pour le dernier match de la saison régulière avec un bilan de 41 victoires et 40 défaites, qui est hautement improbable, et à ce moment-là, ils sont 6e de la conférence Est, et ils reçoivent Toronto pour le tout dernier match de la saison régulière, et en cas de victoire face aux Raptors, ils conservent cette 6e place et s'offrent peut-être un parcours un petit peu plus simple en playoff. Malheureusement, ils vont perdre ce match contre Toronto, une défaite de 11 points, et vont laisser la 6e place de la conférence aux Sixers qui finissent avec le même bilan que les Bulls, 41 victoires, 41 défaites, mais dans les confrontations directes dans la saison régulière, Philadelphie a plus de fois battu les Bulls que l'inverse, donc c'est eux qui prennent la 6e place, ce qui fait que Chicago termine 7e de cette conférence et se qualifie en playoff de manière un peu miraculeuse sur une fin de saison un peu dingue avec 12 victoires, 3 défaites sur les 15 matchs qui restaient, et affronte les Boston Celtics. Les Boston Celtics, qui n'ont jamais perdu un match de playoff face à Chicago. En trois confrontations, ça s'est fini en 3 sweeps, en 81, 86, 87, donc 2 fois avec Jordan quand même. Mais voilà, plus de 20 ans après la dernière série de playoffs entre les deux équipes, les équipes se retrouvent. Kevin Garnett est absent côté Boston, champion en titre et qui vise le doublé. Côté Bulls, Luol Deng est absent, mais avec le momentum de la fin de saison et un Derrick Rose qui a été élu rookie de l'année sans surprise, quoi. Il a dominé la saison régulière pour les rookies, donc largement mérité. Les Bulls arrivent un petit peu en confiance avec cette équipe jeune, en manque d'expérience, mais qui a la fouille, tu vois, qui a vraiment envie de montrer de bonnes choses avec Noah, avec Derrick Rose, etc. Et donc ça donne un premier match au Boston Garden, très rythmé, où les Bulls d'entrée veulent mettre beaucoup de rythme, accélèrent dès qu'ils en ont la possibilité. Derrick Rose qui remonte le parquet, qui envoie des alley-oops sur Joakim Noah qui claque des dunks de barbare.
voilà, Chicago prend l'ascendant dans le début de match, prend un petit peu les Celtics à froid, et mène de 9 points à la pause. Dans voilà, une rencontre euh, plutôt bien démarrée. Après, bon, évidemment, Boston, avec son expérience et un excellent Rajon Rondo, reviennent petit à petit dans la partie. Paul Pierce est également présent. Même si sur ce premier match, Ray Allen passe un peu au travers, on va y revenir. Mais voilà, ça nous donne un match extrêmement serré. L'écart est rarement au-dessus de 7-8 points. Tu vois, il y a toujours des runs dans un sens, dans l'autre pour laisser le match très ouvert. Euh, Derrick Rose se montre particulièrement clutch en enchaînant les attaques du cercle et les jumpers quand l'espace est bouché. Il est super adroit sur ce match-là. Dans le quatrième quart-temps, il va signer 11 points. Et Ben Gordon va en signer 12. Donc à eux deux, 23 points dans le quatrième quart-temps. Et les Bulls voilà, vont avoir un petit peu d'avance avant que Paul Pierce voilà, ramène un petit peu les siens dans le match. Et va même obtenir 2 lancers francs à 4 secondes de la fin qui peut potentiellement mettre Boston à 1 point d'avance. Il met le premier et rate le deuxième. Et derrière, bon, bah, il y a un shoot du milieu de terrain qui ne rentre pas. Et ça envoie les deux équipes en prolongation. Euh, à ce moment-là, Derrick Rose a déjà 36 points et égale un record. On en parlera là, une fois que le match sera terminé. Et dans cette prolongation, héros surprise qui sort de nulle part, Tyrus Thomas, titulaire, hein, qui a été titulaire au poste 4 quasiment toute la saison, euh, de, inscrit 6 des 8 points des Bulls dans cette prolongation avec des jumpers mi-distance, parce qu'on le laisse un petit peu tout seul, et du coup bah, il en profite pour mettre des paniers importants. Et ça permet aux Bulls d'aller s'imposer, déjà pour la première fois de son histoire contre Boston en playoff, sur le parquet de Boston qui plus est, Boston qui est champion en titre, euh, avec un Derrick Rose absolument miraculeux. Alors il est sorti pour 6 fautes pendant la prolongation, mais il termine ce match avec 36 points, ce qui est égal le record de Karim Abdul-Jabbar pour le plus haut total de points inscrit par un rookie dans son premier match de playoff. Ce qui est quand même pas rien, quoi. Puis face, encore une fois, au Boston Celtics, champion en titre, super défense, etc. Il a également signé 11 passes décisives sur ce match-là, donc voilà, il a été omniprésent. 12 sur 12 au lancer franc, 12 sur 19 au shoot, donc il a été monstrueux. En face, bon, Rajon Rondo lui a livré une super réplique aussi, parce que lui aussi a été très très bon sur ce match avec 29 points. Ray Allen, par contre, a été très très discret avec 4 points, 1 sur 12 au shoot, et on va voir que ça va être le seul match comme ça dans cette série. Mais voilà, les Bulls prennent ce match-là avec un Noah excellent également, 11 points, 17 rebonds pour lui aussi, son premier match en playoff. Donc la jeunesse et le dynamisme des Bulls a aidé cette équipe à remporter ce premier match, voilà, 105-103, un petit peu à la surprise générale. Euh, mais les Pistons, les Celtics vont évidemment s'ajuster au match 2 avec évidemment leur expérience et un Ray Allen retrouvé. Même si Ray Allen ne compte que 2 points à la mi-temps du match 2, et Chicago mène encore de 3 points dans ce match 2 à la mi-temps, encore une fois avec leur fougue, avec leur énergie, leur vitesse, mais derrière ça va être un peu plus compliqué parce que voilà, tu as le réveil de Ray Allen qui va enchaîner comme un porc, il va rentrer des paniers dans tous les sens. Rajon Rondo est monstrueux. Dès le milieu du troisième quart-temps, il a déjà un triple-double dans ce match-là, Rajon Rondo. Et puis il y a aussi les improbables Glenn Davis et Kendrick Perkins qui prennent beaucoup de rebonds et marquent des layups et des hooks près du cercle. Et ça fait beaucoup de mal à Chicago. Et puis derrière, le réveil de Ray Allen va complètement euh, sonner le réveil de toute l'équipe, quoi. Parce que même si Chicago est encore dans la course, il va multiplier les 3 points dans les corners, un petit peu dans tous les sens, et il va vraiment ramener l'équipe presque à lui seul. Malgré tout, ça reste encore un match extrêmement serré avec Ben Gordon qui lui aussi rentre énormément de shoots sur ce match-là. Il va finir à 42 points quand même, Ben Gordon. Donc voilà, c'est un petit peu un duel Ben Gordon-Ray Allen sur la fin de match. Ça va malheureusement tourner à l'avantage de Ray Allen qui rentre un 3 points crucial dans les dernières secondes pour mettre les siens devant, 118-115, et derrière les Bulls n'auront pas la réponse. Donc Boston va égaliser dans cette série sur un match encore une fois extrêmement serré et très disputé. Le match 3, au retour à Chicago, sera le seul vraiment de cette série, on va y revenir, qui va totalement sombrer dans l'irréel après.
Le seul match, il n'y aura pas vraiment de suspense parce que d'entrée, Boston va vraiment prendre Chicago à la gorge. Ils se disent, ok, on va pas arriver là-bas et laisser le public et l'équipe nous sauter dessus. C'est nous qui allons leur sauter dessus, on va les écraser. Et au final, ça fait pas un pli. Il y a déjà 22 points d'écart à la pause en faveur de Boston qui va s'imposer de 21 points au final. 107,86 en réduisant les Bulls à 37,5% d'adresse. Enfin bref, un carnage sur ce match-là. Il n'y a absolument pas photo. D'entrée, Boston a pris Chicago à la gorge et a rien lâché. Donc ils prennent l'avantage dans la série 2-1. Et à partir du match 4, on va sombrer dans une espèce de folie, de quatrième dimension, mais d'un un truc mais improbable. Mais franchement, j'ai pas les mots pour qualifier le reste de cette série. C'est juste irréel. Donc le match 4, le match 4 donc toujours à Chicago. Pareil, match ultra serré où les deux équipes, voilà, ça se répond coup pour coup. Il y a des shoots clutch dans tous les sens. Ben Gordon, Derrick Rose, John Salmons d'un côté, Rondo, Pierce, Ray Allen de l'autre. Et puis tu as toujours voilà, des joueurs un petit peu moins importants, mais qui tirent leur épingle du jeu, comme Glenn Davis et Kendrick Perkins d'un côté, Brad Miller de l'autre, ou Kirk Henrik aussi. Euh, Bref, c'est un match assez fou. Boston mène de 5 points pour débuter le quatrième quart-temps, mais Kirk Henrik signe 5 points consécutifs avant que Derrick Rose enchaîne 3 lay-ups et mette les siens devant. Ça commence à créer un certain écart. Ray Allen va claquer un nouveau 3 points et les deux équipes vont se retrouver à égalité à 10 secondes de la fin. Derrick Rose temporise, tente un flotteur mais qui ne rentre pas, ça va en prolongation. Dans cette prolongation, c'est encore Ray Allen et Ben Gordon qui s'échangent des paniers. Il y a Ben Gordon qui met un 3 points de déséquilibre de ouf pour égaliser une nouvelle fois à quelques secondes de la fin. Ça fait 110 partout. Rondo a le dernier shoot qui le manque et ça va encore en deuxième prolongation sur ce match-là. Euh, Là encore, c'est Chicago qui passe devant, puis c'est Paul Pierce qui claque un N1 puis un 3 points pour ramener les siens à 1 point seulement, 119-118. Et là, c'est John Salmons qui va être le héros de cette fin de match avec 2 lancers francs cruciaux pour remettre les siens devant, avant de légèrement dévier le tir au buzzer de Paul Pierce pour l'empêcher de scorer. Et donc Chicago va s'imposer sur ce match 4 en 2 prolongations pour égaliser à 2-2 dans la série, malgré, voilà, il y a eu des stats folles. Rondo, il claque un triple-double à 25 points, 11 rebonds, 11 passes. Derrick Rose lui, est pas loin du triple-double avec 23 points, 11 rebonds, 9 passes décisives pour lui. Enfin bref, le souci par contre pour les Bulls dans ce match-là, enfin sur un petit peu toute la série, c'est que la rotation est extrêmement limitée. Alors moi je veux bien qu'on dit, voilà, en playoff les rotations sont beaucoup plus limitées, en général 8-9 joueurs. Sauf que là, dans un match qui allait en 2 prolongations, il y a 7 joueurs qui ont joué. Lince Hunter, il est rentré pour genre 40 secondes sur tout le match. Et le reste, c'est partagé entre 7 joueurs. T'en as 2 à pratiquement 50 minutes. T'en as 2 autres à plus de 43 minutes. Enfin bref, c'est... Au niveau de la gestion de la fatigue, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, à partir de ce match-là, Ben Gordon va avoir des soucis au niveau des adducteurs, au niveau de l'aine. Il va continuer à jouer, mais il va être un petit peu diminué. Et puis, c'est pas le seul. Voilà, un petit peu dans les deux équipes, ça va commencer à se ressentir la fatigue après une telle débauche d'énergie. Du coup, il y a le match 5 avec la série qui retourne à Boston. Et encore une fois, voilà, les Bulls sont devant, font le jeu, voilà, prennent de vitesse cette équipe de Boston, luttent bien. Ils ont 11 points d'avance à un moment, 77-66 à 8 minutes de la fin du match. Ils ont 11 points d'avance et tu te dis, putain, ça commence à sentir bon. Sauf que là encore, évidemment, Ray Allen et Paul Pierce relancent l'équipe, relancent Boston. Mais Ray Allen sort pour 6 fautes. Et là, tu te dis, bon, il y a encore quelques points d'avance. Il reste à peu près 5 minutes à tenir. On est pas mal côté Bulls, sauf que ça va un petit peu, ça va un petit peu s'écrouler derrière ça. Boston égalise à 2 reprises. Ben Gordon a le shoot de la gagne, met le loop et ça va en prolongation encore une fois. Derrière, voilà, Paul Pierce plaque un 3 points. Ben Gordon met 3 lancers francs, mais c'est Pierce qui aura le dernier mot avec un mid-range. Et puis, il y a 2 points d'avance donc pour Boston. Dernière remise en jeu pour Brad Miller qui se retrouve tout seul tête de raquette. Et il part au cercle pour aller au lay-up.
les Celtics font faute pour l'envoyer au lancer. Malheureusement, il loupe le premier. Et comme il reste très peu de temps, il loupe volontairement le deuxième pour essayer de récupérer le rebond, essayer de mettre une claquette et égaliser. Mais c'est Boston qui va prendre le rebond et égrener les dernières secondes. Donc c'est une défaite encore une fois sur le fil, encore en prolongation. Donc là encore, c'est vraiment extrêmement éreintant pour tout le monde. 106-104, Boston mène 3-2 et arrive à Chicago pour un match 6 qui, là encore, mais ce match 6, ça va être juste une folie furieuse. Là déjà, sur les matchs 4 et 5, c'était dans l'irréel, mais là, le match 6, ça met la barre extrêmement, extrêmement haut. Parce que, voilà, dès le premier quart-temps, en plus, il y a une bousculade entre Kirk Henry et Rajon Rondo qui s'en était déjà mis plein la tête dans le match 5. Il y avait eu un drive de Kirk Henry jusqu'au cercle avec Rondo qui lui fait un croc en jambe, Henry qui s'éclate par terre, il a dû avoir des points de suture au-dessus de l'œil. Et donc là au match 6, dès le premier quart-temps, les deux, ça s'agrippe tous les deux, ça se bouscule, ça finit dans la table de marque, ils sont séparés par tout le monde, enfin bref. Tu sens quoi là, il y a entre la fatigue, la tension et les nerfs dans cette série, c'est vraiment tendu, mais c'est comme ça que tu le kiffes quoi. Et puis donc, bah voilà, encore une fois, un match extrêmement, extrêmement serré. Chicago prend un petit peu d'avance, mais Boston fait un run avec Ray Allen, qui lui, dans ce match-là, est en feu complet. Il a 29 points à la pause, Ray Allen. À la pause, 29 points. Il continue d'enchaîner des 3 points dans tous les sens. Mais Chicago, voilà, se laisse pas faire et continue d'être extrêmement combatif avec un United Center qui est absolument à fond derrière. Mais voilà, à chaque fois que les Bulls font un run, Boston revient avec notamment Ray Allen qui continue de rentrer des shoots dans absolument tous les sens. Et puis, dans le quatrième quart-temps, les Bulls arrivent à prendre jusqu'à 10 points d'avance. Mais d'un coup, plus rien. Il y a beaucoup de rebonds offensifs par Glenn Davis, par Perkins, et puis des shoots derrière de Paul Pierce notamment, évidemment de Ray Allen, mais aussi de Paul Pierce. Et les Celtics signent un 18-0 en l'espace de 3-4 minutes pour prendre 8 points d'avance. Et là tu te dis, ça commence à sentir le faisant cette histoire. Sauf que, bah voilà, tout au long de la série, les Bulls ont lutté pour revenir et une fois encore ça va le faire. À 66 secondes de la fin, il y a 5 points de retard. Mais sur une remise en jeu, Brad Miller va devenir le héros avec un 3 points tête de raquette où il est absolument tout seul. Et puis, sur une possession plus tard, il va se retrouver pour aller seul au lay-up. Et cette fois-ci, il va rentrer ce lay-up. Cette fois-ci, tu vois, ils sont pas allés lui faire faute sur lui. Et donc, il va aller égaliser à 101 partout grâce à ce lay-up. Donc voilà, au match 5, ils avaient fait faute. Il avait loupé ses 2 lancers. Cette fois, ils n'ont pas fait faute. Il a été plus rapide. Il a mis son lay-up. Il a égalisé. Derrière, Ben Gordon a le shoot de la gagne. Au buzzer, ça ne rentre pas. On part sur une prolongation. Encore une. Rien que de parler de cette série, je commence à transpirer. Alors imagine les mecs qui enchaînaient les prolongations tous les soirs, c'est un truc de fou. Bref, en prolongation, les Bulls prennent 4 points d'avance, mais Ben Gordon sort pour 6 fautes. Et ça va permettre à Boston de revenir avec encore un long 3 points de Ray Allen, mais avec pied sur la ligne, donc il est transformé en un shoot à 2 points. Mais la possession suivante, il claque un 3 points qui cette fois-ci est totalement clair et net. Donc, non, ça c'est encore dans l'autre prolongation ça. Donc, non, dans la première prolongation, c'est Paul Pierce qui a le shoot au buzzer, mais qui le loupe, et ça va en deuxième prolongation. Et cette fois, dans la deuxième prolongation, c'est Ray Allen qui, avec ce 3 points qui devient un 2 points, plus derrière ce 3 points clair et net, ramène Boston dans la course. Il y a 118, mais un truc de fou furieux, et ça va en troisième prolongation. À ce moment-là, Ray Allen met un nouveau panier, il en est à 50 points dans la partie. Noah, à ce moment-là, va signer ce qui est probablement, pour moi, l'action la plus folle des Bulls de l'après Jordan, pratiquement. Ouais, c'est top 3 minimum. Il reste 40 secondes à jouer. Il y a 123-123. Balle à Paul Pierce. Noah arrive, lui pique la balle des mains, part en contre-attaque, va claquer un dunk avec la faute de Paul Pierce qui était revenu. Et c'est la 6e faute de Pierce. Et Noah met son lancer franc, donc un énorme N1 avec l'interception, le dunk de l'autre côté en contre-attaque avec la faute, 126-123, expulsion de Paul Pierce.
là, c'est une des actions les plus folles des Bulls pour moi de l'après Jordan, clairement. Parce que là, à ce moment-là, le United Center, il explose totalement. Joakim Noah, sa confiance, elle va passer de là à rien qu'avec cette action. Euh, et puis voilà, les Bulls vont enchaîner derrière, même si Boston, évidemment, continue d'être dans la partie, dans cette troisième prolongation. Il y a une remise en jeu pour les Bulls à 20 secondes de la fin et un oubli défensif. Kirk Henry qui est absolument tout seul sous le cercle, il loupe le lay-up, il est tout seul. Il n'y a personne autour de lui à 3 mètres. Il va au lay-up, il le loupe. Rebond pour Boston qui prend un temps mort. Temporise. Rondo, vu que Paul Pierce n'est plus là, va prendre le dernier shoot, ce qui est très étrange parce que Ray Allen est un peu à 51 points à ce moment-là dans le match. Donc pourquoi Rondo prend le shoot? On va pas s'en plaindre. Mais surtout que Derrick Rose va le contrer ce shoot. Derrière Rondo va récupérer le ballon et balancer une prière qui ne rentre pas. Chicago s'impose dans ce match-là. Mais un match d'une folie invraisemblable. Avec ce contre de Derrick Rose sur la fin. Et même si Derrick Rose va louper 2 lancers francs derrière et Rondo va shooter une prière du milieu de terrain, voilà, ça c'est des petits détails, mais voilà. Un match mais absolument hallucinant. Rondo finit à 19 passes décisives, Ray Allen finit à 51 points sur ce match en 3 prolongations quand même. Donc c'est quand même assez hallucinant. Chicago s'impose 128-127. Derrick Rose finit à 28 points, 8 rebonds, 7 passes décisives. John Salmons a mis 35 points avec des paniers importants en prolongation. Joakim Noah prend 15 rebonds. Brad Miller fait 23 points, 10 rebonds. Il a été clutch aussi avant les prolongues. Enfin bref, un truc absolument hallucinant. À ce moment-là, donc la série en est à 3-3. Il y a déjà eu 7 prolongations, 61 égalités au total sur les 6 matchs et 88 changements de leader au score. Non mais c'est un truc improbable. Il n'y a jamais eu, déjà au match 5, il disait il n'y avait jamais eu autant de prolongations sur une série de playoffs. Et donc déjà là, avec les matchs 5 et 6, en plus, là c'était encore, voilà, ça a placé la barre encore plus haut. On n'a jamais vu ça avant, on n'a jamais vu ça après. Surtout sur un premier tour de playoff, quoi. C'était absolument hallucinant ce qu'on a vécu sur cette série. Et donc les Bulls s'offrent un match 7 avec à la fin du match 6 Noah qui a dû taper un high five avec tous les mecs du United Center. Il est parti, il a tapé tout le premier rang, il a dû faire tout le reste du stade derrière. Et donc Chicago part à Boston pour aller y jouer un match 7 mais tellement improbable et inenvisageable. Un mois de ça avant, tu savais même pas si t'allais aller en playoff. Et donc toujours est-il que Chicago est encore là dans ce match 7, même si c'est voilà, bon, ils sont encore devant, voilà, ils mènent après le premier quart-temps, et puis dans le deuxième quart, par contre, Boston va prendre les devants avec l'improbable Eddie House qui va enchaîner les paniers sur ce match-là. Il va faire 16 points à 5 sur 5 au shoot et 4 sur 4 à 3 points. Il va vraiment être le factor X sur ce match 7. Mais voilà, toujours est-il que les Bulls sont encore à la lutte. Même quand Boston prend une certaine avance, voilà, il y a encore Chicago qui revient. Joakim Noah et Rajon Rondo, dès qu'ils se croisent sur le parquet, ils se mettent des grands coups d'épaule, des grands coups de coude, ils se tamponnent à chaque fois. Et les Bulls, malgré tout, à 5 minutes de la fin, ils n'ont que 3 points de retard. Et ils se disent, putain, on peut le faire, ils y croient encore, quoi. Le problème, c'est que voilà, il y a quand même quelques pertes de balles un peu voilà, qui vont. Et surtout des rebonds pour Boston qui vont vraiment faire la différence sur cette fin de match. Et des and-one en transition qui vont au final faire que Boston va s'imposer de 10 points, 109-99. Mais quelle série! Quelle série, mais improbable. Ben Gordon met encore 33 points sur ce match-là avec des shoots clutch dans absolument tous les sens. Au final, voilà, même si Boston s'impose logiquement, quoi, ils étaient largement favoris à la base, mais voilà, 4-3 quand même. Chicago qui a disputé 7 prolongations, enfin, Chicago et Boston ont disputé 7 prolongations dans cette série. Pousser les Celtics dans de telles extrémités, c'était hallucinant. Et puis le niveau de jeu, parce que voilà, ok, il y a du suspense et tout, mais tu vois les shoots clutch que les mecs se sont mis sur la tronche les uns des autres, je veux dire, Ben Gordon d'un côté, Ray Allen, Paul Pierce de l'autre, mais ça a été une folie furieuse tout au long de cette série.
Joachim Noah sur la série, il a tourné en 10 points, 13 rebonds, 2 comptes, quoi. Il s'est vraiment révélé dans cette série, tu vois. Pour sa deuxième année et pour ses premiers playoffs, il a vraiment montré que c'était un joueur sur lequel il fallait compter. Et il a vraiment beaucoup pris en confiance et en grade grâce à cette série-là, Joachim Noah. Euh, le problème, c'est que voilà, l'euphorie de cette fin de saison totalement folle avec le run en fin de saison régulière pour aller en playoff plus la série contre Boston, c'est l'énorme arbre qui cache la forêt, quoi. Parce que, à part les fulgurances de Rose, Gordon, enfin, c'est beaucoup de choses individuelles, spectaculaires mais individuelles. Tu sens toujours pas vraiment une patte Vinny Del Negro. Tu te dis pas, tiens, ça c'est le style de jeu. Del Negro, il a vraiment imprimé un truc et tout le monde adhère, quoi. Tu sens que ça a encore un peu de mal. Il y a pas mal de joueurs qui se foutent ouvertement de sa gueule, etc. Enfin bref, c'est vraiment compliqué pour lui. Mais malgré tout, il reste le coach pour une saison supplémentaire. Un petit peu, voilà, parce que voilà, dans l'euphorie aussi un petit peu de cette série contre Boston, on se dit bon bah on va essayer de miser sur la continuité et pas tout chambouler. Ce que tu peux comprendre, tu vas pas, voilà. Euh, et du coup, il y a assez peu de mouvement dans cette intersaison, si ce n'est dans le front office, puisque John Paxson passe de general manager à vice-président des opérations basket. Et pour le remplacer en tant que general manager, c'est l'arrivée de Gar Forman. Et oui, le fameux Gar Forman, qui était déjà là, hein, qui était scout notamment, enfin, qui avait déjà un emploi aux Bulls depuis pas mal d'années, mais qui est promu general manager et pour sa première draft, c'est plutôt correct, puisque avec leur pick, les Bulls prennent James Johnson avec le pick numéro 16. Et avec le pick qu'ils ont récupéré d'OKC lors du trade de Sefolosha, ils récupèrent Taj Gibson. Et on va voir que c'est plutôt un pick extrêmement bien mené. Donc voilà, une draft plutôt sympathique. Mais après, voilà, une des premières missions en termes de free agency pour Gar Forman, c'est le contrat de Ben Gordon. Parce que Ben Gordon, donc, il avait signé un contrat d'un an seulement à 6,4 millions. Et là, bah, maintenant, il réclame les thunes. Parce qu'il dit, en plus, voilà, avec les playoffs que je viens de faire, ça fait 3 ans que je suis le meilleur scoreur de l'équipe. Il a que 5 ans au Bulls. Il est déjà celui qui a inscrit le plus de paniers à 3 points dans l'histoire du club. Enfin, c'est une référence, Ben Gordon. C'est un shooter de ouf, quoi. T'as besoin de lui pour ton scoring, quoi. Donc il dit envoyez la thune. Il avait refusé 59 millions sur 6 ans l'année d'avant. Et là, il va refuser encore une fois une offre des Bulls à peu près 10 millions la saison. Mais les Bulls ne peuvent pas vraiment proposer beaucoup plus que ça parce que voilà, ils ont signé un gros contrat à Luol Deng l'été précédent. Donc du coup, Luol Deng, il a ce contrat. Et même s'il est dans des rumeurs de départ, il va finalement rester. Et Ben Gordon va finalement partir aux Detroit Pistons. Il va signer là-bas pour 55 millions sur 5 ans. Donc ce qui n'est pas faramineux. C'est 11 millions la saison. C'est pas beaucoup plus que ce que les Bulls lui proposaient. Mais voilà, c'était un petit peu frité sur la fin. Il y avait pas mal de mésententes. Donc il a préféré partir. Et les Bulls, eux, plutôt que de chercher un remplaçant à Ben Gordon sur ce poste-là, en se disant on va avoir Kirk Henrik et Derrick Rose sur les lignes arrière, donc on va plutôt chercher un intérieur scoreur. C'est ce qu'ils essayent de faire venir pendant l'intersaison. Il y a pas mal de rumeurs avec notamment David West et aussi Amar'e Stoudemire avec des trades impliquant Luol Deng notamment, mais au final ça va pas se faire. Donc au final, très peu de changements dans cette équipe, à part les deux rookies, James Johnson et Taj Gibson, et puis le départ de Ben Gordon, et puis comme seule arrivée notable, si on peut vraiment appeler ça une arrivée notable, c'est le retour de Jannero Pargo à la main, donc pas fameux comme intersaison. Une intersaison que les Bulls vont quand même, où les Bulls vont quand même se rendre à Londres. Donc pour la deuxième fois de leur histoire, après l'Open McDonald's en 97 à Paris, les Bulls viennent jouer un match en Europe, et c'est donc un match d'exhibition de pré-saison, face au Jazz d'Utah à l'O2 Arena de Londres, qui se termine par un buzzer beater de James Johnson, assez improbable, pour une victoire 102-101, sans Derrick Rose qui a loupé une grosse partie de la pré-saison avec des soucis aux genoux déjà, et aux chevilles aussi. Donc pas mal de soucis de santé, mais il est là pour la reprise avec une belle victoire face aux Spurs. Donc il participe bien à cette opening night avec un succès de prestige face à quand même une belle équipe de San Antonio.
même si, encore une fois, derrière, ça va être enchaîné par une défaite à Boston de 28 points, donc décidément, les déplacements à Boston, c'est jamais bon pour nous. Il y a une défaite aussi à Miami avant une série de 3 victoires consécutives, dont une face aux Cavs de, de LeBron James, qui va louper un shoot à l'ultime seconde dans ce match-là, qui aurait pu donner la gagne à son équipe. Mais il va louper un lay-up dans les ultimes secondes, et c'est Chicago qui va s'imposer d'un point sur ce match-là. Euh, un autre match où ça va par contre pas tourner en faveur des Bulls dans ce début de saison régulière, c'est contre Denver, où là pareil, c'est encore une fois très serré au niveau du score. 90-89 pour les Nuggets au United Center. Il reste 0,6 secondes et remise en jeu pour les Bulls sur Brad Miller qui rentre un shoot, il balance une prière tête de raquette, ça rentre, tout le monde fête, panier au buzzer. Seulement en regardant la vidéo, les arbitres annulent le panier parce qu'il était pris après le buzzer, donc c'est panier annulé et victoire pour les Nuggets dans des circonstances un petit peu dramatiques. Mais voilà, ça a été, il y a eu pas mal de matchs très serrés qui se sont joués à 1, 2, 3 points dans ce début de saison là pour les Bulls. Malgré tout, il y a quand même, c'est difficile de tenir la distance, tu vois. Il y a le circus strip, le traditionnel circus strip, débute par une victoire de 14 points sur le parquet des Kings, mais derrière 5 défaites consécutives et des défaites très très lourdes. Moins 15 chez les Lakers, moins 19 à Denver, moins 24 à Portland, moins 19 à Utah. On va s'incliner dans les dernières secondes à Milwaukee pour terminer le triple, avec Kirk Henry qui se blesse encore au pouce, un peu comme l'année d'avant, sauf que là, pas besoin d'opération, il va louper que 2 semaines au lieu de 2 mois. Mais quand même, ça devient compliqué. Il n'y a que 6 victoires, 9 défaites fin novembre. Euh, avec également un John Salmons qui est en grosse difficulté. Autant quand il était arrivé lors du trade mi-février la saison précédente, il a été super bon sur la fin de saison régulière et pendant les playoffs. Mais là, tu sens que voilà, il prend un petit peu les shoots que Ben Gordon laisse vacants et il en force énormément. Son adresse est très très faible. Il a vraiment beaucoup de mal à, à apporter un scoring régulier et surtout, comment dire, impactant, quoi. Il a vraiment beaucoup de difficultés à exister, quoi. Il est très très maladroit. Il vendange beaucoup d'actions, beaucoup de shoots. Euh, Derrick Rose a un peu de mal dans ce début de saison aussi, parce que comme il a loupé une grande partie de la pré-saison, il a un peu de mal à se mettre en jambe, il a un rythme à rattraper par rapport aux autres. Et puis les Bulls, dans ce mois de décembre, vont être la risée de tout le monde. Ils vont être ridiculisés pratiquement soir après soir. Il y a un match contre Cleveland, à Cleveland, que les Bulls vont perdre avec LeBron James qui obtient des lancers francs et puis qui se met à danser, tu vois, etc. À ce moment-là, c'est vrai que les Cavs ont l'habitude de souvent faire des petits pas de danse, tu vois, et Noah le prend mal, et pendant que LeBron James shoot un lancer franc, il est devant le banc des Bulls, et Noah qui est sur le banc l'envoie chier un petit peu, il dit allez, arrête-toi avec ta danse et tout, puis LeBron James commence à venir, ça se chauffe un petit peu. Et donc là, c'est le début de la rivalité LeBron James-Joakim Noah qui va perdurer ad vitam aeternam. Euh, et, et donc il y a déjà ça comme première histoire. Ensuite, il y a une défaite de 32 points face à Toronto à domicile. Donc tu perds 32 points à la maison contre les Raptors dans un match qui est donc le lendemain du match contre Cleveland. Et DeRozan, qui a vu l'histoire avec Noah et LeBron James, lui aussi se met à danser sur le parquet, histoire de chambrer un peu les Bulls. Mais le pire, c'est Jarrett Jack. Il remonte la balle et il s'arrête. Une fois qu'il a passé le milieu de terrain, il s'arrête en pleine action. Il n'y a pas de temps mort, rien. L'action se poursuit. Et il s'arrête, il pose la balle et il fait ses lacets. Et là, il n'y a pas un joueur des Bulls qui réplique. Moi, je te garantis, moi, je suis un joueur des Bulls, je vois ça, je lui fonce dessus, je l'emplâtre. Mais direct, je le découpe. Et là, il n'y en a pas un qui réagit. Les mecs qui sont là, ils se regardent les autres. Qu'est-ce qu'on fait on y va pas. T'sais. Et il n'y en a pas un qui bouge. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il y a ce manque de punch, de caractère dans cette équipe. Ça s'est pas mal révélé tout au long de ce mois de décembre. On va encore en parler parce qu'il y a eu d'autres histoires absolument cataclysmiques. Donc les Bulls perdent de 32 points ce match-là. Ils se font humilier et chambrer sans réagir. Tu vois, on leur chie dessus, ils bougent pas. Après ça, il y a quelques jours plus tard, il y a une défaite à Atlanta de 35 points, donc c'est quand même encore assez violent. Il y en a une autre face à Boston de 28 points, donc là on continue de se faire, et c'est pas encore ça le pire.
il y a une série de 2 victoires consécutives avant de recevoir Sacramento United Center pas longtemps avant Noël. Et dans ce match-là, les Bulls, donc ils viennent de gagner 2 matchs de suite, ils sont bien, tu vois, ils sont vraiment bien, tu vois, ils mènent de 24 points à la pause, ils déroulent, ça joue bien, ça enchaîne les paniers, il y a même une avance de 35 points dans le troisième quart-temps, et puis plus rien. Plus rien. À ce moment-là, tout s'écroule, tout disparaît, il y a absolument plus rien. Les Bulls se font remonter au fur et à mesure par le rookie Tyreke Evans et Udoka, qui enchaînent, à eux deux, ils enchaînent les N1, les 3 points, et là, tu vois, l'écart diminue, moins 20, moins 15, moins 10, moins 5. Au final, les Kings passent devant à 1 minute 15 de la fin et vont finalement gagner ce match 102-98. 35 points d'avance gâchés. Et dans un United Center, mais absolument médusé qui n'en revient pas, quoi. C'est quand même hautement improbable. Donc ça, c'était vraiment une humiliation, mais absolument cataclysmique pour les Bulls, à tel point qu'à ce moment-là, on se demande si Vinny Del Negro va pas être le troisième coach de l'histoire des Bulls à être viré à la veille de Noël. Parce que le bilan à ce moment-là est de 10 victoires, 17 défaites. On est l'avant-dernière attaque de la Ligue, l'avant-dernière adresse de la Ligue. On vient de finir un match à New York où on a aligné seulement 10 passes décisives sur l'ensemble du match, donc c'est absolument cataclysmique. Mais justement, comme les Bulls veulent éviter de virer Del Negro avant Noël pour pas avoir un troisième coach de plus viré avant Noël, ils lui laissent un mois. Ils disent, allez, t'as jusqu'à fin janvier en gros pour relancer l'équipe, sinon là tu dégages. Et l'équipe va finalement se relancer grâce à Derrick Rose notamment, qui là commence à monter en puissance et aligner un petit peu les belles performances. Il va mettre 28 points contre Indiana, 30 contre Orlando, 22 points contre Détroit dans une large victoire, 37 points